Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle histoire. Ce soir, laissez-vous transporter dans l'univers des mythes antiques, où dieux et héros façonnaient le destin des hommes. Après avoir triomphé du terrible lion de Némée, Hercule doit à présent affronter une menace encore plus redoutable, l'hydre de Lerne, un monstre aux têtes multiples dont chaque blessure ne fait que renforcer sa puissance. Une épreuve où force et intelligence devront s'unir pour triompher du chaos. Installez-vous confortablement, laissez vos pensées s'évaporer, et plongez dans cette aventure légendaire. Le palais de Mycène, habituellement animé par le murmure des courtisans, était plongé dans un étrange silence lorsqu'Hercule fut à nouveau convoqué devant le roi Eurysthée. La rumeur de sa victoire contre le terrible lion de Némée s'était répandue bien au-delà des frontières de l'Argolide, faisant du héros un homme admiré, mais aussi redouté. Le roi, recroquevillé sur son trône comme s'il cherchait à se fondre dans le marbre sculpté, fixait Hercule d'un regard fuyant, hanté par la peur et la jalousie. « Ta gloire grandit vite, Hercule », murmura Eurysthée d'une voix tremblante. « Mais sache que ta tâche est loin d'être accomplie. » Hercule resta impassible, sa stature droite et digne, prêt à affronter les ordres du roi avec la même détermination que lors de son combat contre le lion. « Je t'envoie cette fois vers les marais de Lerne, près d'Argos, » continua Eurysthée, esquissant un sourire froid, presque cruel. Là-bas vit l'hydre, une créature monstrueuse dont les nombreuses têtes sèment terreur et mort. Aucun guerrier n'a réussi à survivre à son venin, et pire encore, chaque fois qu'une tête est tranchée, deux autres repoussent, encore plus menaçantes. Un murmure inquiet parcourut l'assemblée, mais Hercule demeura stoïque. Dans ses yeux, aucune crainte, seulement une détermination implacable. « Si telle est ta volonté, je ferai face à cette créature, » répondit-il calmement. Eurysthée se redressa légèrement, essayant en vain de dissimuler le tremblement de ses mains sous les manches brodées de son manteau royal. Alors pars immédiatement, Hercule. Et que les dieux te protègent. Car cette fois, ta force seule pourrait ne pas suffire. Sans un mot de plus, Hercule tourna les talons et quitta le palais. Il savait déjà, en son cœur, que cette nouvelle épreuve serait plus complexe, plus dangereuse encore que la précédente. Mais il savait aussi que ce n'était pas uniquement pour satisfaire le roi qu'il poursuivait ses exploits, il accomplissait son destin, un destin qui allait le confronter aux limites même de sa légende. Le vent soufflait lourdement sur les terres maudites de Lerne, et l'air était chargé d'une odeur âcre et malsaine. En approchant du marais, Hercule sentit une sourde menace peser sur la nature même, comme si chaque arbre, chaque pierre était altérée par une force obscure. L'eau stagnante des marécages s'étendait devant lui, silencieuse et sombre, reflétant un ciel bas où s'amassaient d'épais nuages noirs. Aux abords du marais, Hercule croisa un groupe de paysans effrayés, barricadés derrière des clôtures de fortune, le visage marqué par la peur. Dès qu'ils reconnurent le héros à la peau du lion de Némée, ils s'approchèrent lentement, fascinés mais craintifs. « N'avancez pas plus loin, maître Hercule », murmura l'un d'eux, sa voix tremblante. « Aucun homme, aussi fort soit-il, n'est jamais revenu de ce marais. L'hydre guette sous les eaux troubles, ses multiples têtes surgissant sans prévenir pour saisir sa proie. » Un autre, plus âgé et couvert de cicatrices, s'avança, ajoutant d'un ton grave, « Le venin du monstre corrompt la terre et l'eau. Regardez autour de vous, même les arbres meurent, pourrissant sur pied. Le marais de Lerne n'est plus un lieu naturel, il est devenu un piège vivant. » Hercule observa en silence la désolation qui l'entourait, réalisant à quel point cette menace dépassait tout ce qu'il avait affronté jusqu'ici. Ce lieu était effectivement souillé, infecté par une puissance maléfique ancienne qui semblait se nourrir de la terreur qu'elle engendrait. Il fit un geste rassurant vers les paysans et reprit son chemin vers l'intérieur du marécage, son cœur alourdi mais sa volonté intacte. Tandis qu'il avançait dans la boue noire, ses pas résonnant dans le silence oppressant, Hercule savait déjà que son combat ne serait pas seulement physique. Il affronterait aussi les ténèbres mêmes qui avaient corrompu cet endroit. La brume sinistre des marécages enveloppait Hercule comme un linceul glacé, tandis qu'il progressait lentement au milieu des eaux troubles et corrompues. Chaque pas en avant semblait l'entraîner plus profondément vers un mystère obscur,
une vérité terrifiante enfouie sous la vase. Au détour d'un sentier presque invisible, Hercule aperçut soudain une petite hutte délabrée, construite sur un îlot émerge. Une lumière pâle en émanait, vacillante, comme un phare dans la nuit étouffante. Intrigué, il s'en approcha lentement, sur ses gardes. À l'intérieur, une prêtresse vêtue de voile grisâtre semblait l'attendre, entourée de vieux parchemins et de mystérieuses potions fumantes. Son visage, marqué par le temps et la connaissance, se leva vers lui avec gravité. « Hercule, fils de Zeus, je t'attendais, murmura-t-elle, son regard perçant brillant d'une sagesse antique. Tu cherches à vaincre ce que personne n'a jamais pu détruire. Mais connais-tu vraiment ton ennemi? Parle clairement, prêtresse, répondit Hercule, ses sourcils froncés. Quelle est donc cette hydre qui terrorise Lerne? La prêtresse poussa un soupir lourd, dévoilant lentement le secret qui hantait ces marécages depuis trop longtemps. L'hydre n'est pas seulement une bête sauvage. Elle est une malédiction, une création de la déesse Héra, née de sa haine implacable envers toi, héros. Chaque tête qui repousse symbolise le chaos infini, nourri par sa colère divine. Hercule sentit son cœur s'alourdir davantage. Ainsi, ce monstre n'était pas qu'un adversaire physique, mais l'incarnation d'une rancœur divine. Comment vaincre une créature qui renaît éternellement, demanda-t-il avec une détermination farouche. La prêtresse leva les yeux, cherchant au-delà de lui une vérité invisible. Tu devras dépasser la force brute, Hercule. Cette bataille exige astuce et sagesse, car l'hydre tire sa puissance du chaos lui-même. Trouve l'ordre dans ce désordre, romps son lien avec l'essence du chaos, et seulement alors tu triompheras. En quittant la hutte pour s'enfoncer à nouveau dans les ténèbres du marais, Hercule ressentit la présence oppressante du regard invisible d'Héra, la déesse qui, depuis sa naissance, avait juré sa perte. La confrontation avec l'hydre serait bien plus qu'une épreuve de force, elle serait une bataille contre le chaos, contre la haine divine, et surtout, contre lui-même. Au cœur des marais sinistres, sous un ciel menaçant où les étoiles semblaient avoir abandonné le firmament, Hercule entendit enfin le sifflement sinistre qui annonçait la présence de l'hydre. Surgissant des eaux troubles, la créature apparut dans toute son horreur. Ses multiples têtes au croc dégoulinant d'un venin mortel se dressaient, menaçantes, fixant le héros avec des yeux rougeoyants. Sans hésiter, Hercule s'élança en avant, armé de son épée et brandissant sa lourde massue. Dans une danse de fer et de muscles, il se jeta au cœur de l'affrontement. D'un puissant coup, il trancha net l'une des têtes sifflantes, la voyant tomber dans les eaux boueuses avec un fracas sinistre. Mais à peine eut-il savouré ce premier succès que deux nouvelles têtes surgirent immédiatement à l'endroit même où il avait frappé, hurlant leur rage redoublée. Déconcerté mais déterminé, Hercule attaqua à nouveau, ses armes tourbillonnant en arcs mortels. Chaque fois qu'une tête tombait, deux autres apparaissaient, multipliant sans cesse le danger et la fureur du monstre. Bientôt, Hercule se retrouva encerclé, submergé par les innombrables mâchoires qui claquaient autour de lui, échappant à la mort de justesse à chaque mouvement. Il comprit rapidement qu'il ne pouvait gagner cette bataille par la seule force brute. À ce rythme, il ne faisait que renforcer son ennemi. Épuisé, couvert de boue et essoufflé, Hercule sentit pour la première fois l'amertume du recul nécessaire. D'un ultime effort, il fendit une ouverture à travers les têtes frénétiques de l'hydre, puis recula précipitamment, battant en retraite vers les confins du marais. Le monstre le regarda fuir, lançant vers le ciel un hurlement triomphant qui résonna longtemps dans les ténèbres. Mais au fond du cœur d'Hercule, malgré l'échec apparent, brillait une détermination renouvelée, il reviendrait mieux préparé, armé non seulement de fer, mais de sagesse, prêt cette fois à affronter et à dompter le chaos lui-même. Depuis les hauteurs de l'Olympe, Héra observait la lutte d'Hercule avec une colère croissante. Chaque souffle, chaque battement de cœur du héros était pour elle une insulte, un rappel vivant de la trahison de Zeus. Sa patience à bout, elle décida d'ajouter un nouveau fléau aux épreuves déjà terribles du héros. Alors qu'Hercule se préparait à affronter de nouveaux l'hydre, déterminé à percer le mystère de sa régénération, les eaux noires du marais frémirent étrangement. Soudain,
surgissant des profondeurs dans une gerbe d'eau sombre, une gigantesque créature blindée apparut, c'était Carcinos, un crabe colossal envoyé par Héra pour achever ce qu'elle considérait comme son œuvre. Hercule, surpris par cette nouvelle menace, eut à peine le temps de se retourner que l'énorme pince du monstre s'abattit violemment sur lui. Il esquiva de justesse, la pince massive fracassant le sol à quelques centimètres seulement de lui, éclaboussant son corps de vase et d'eau croupie. L'hydre, profitant de l'occasion, lança une attaque simultanée, ses multiples têtes sifflant avec haine, vomissant leur venin mortel dans toutes les directions. Pris en étau entre deux ennemis redoutables, Hercule sentit pour la première fois la véritable morsure du désespoir. Il comprit immédiatement qu'il ne pourrait triompher seul contre ces créatures conjurées par la haine divine. La force brute, même la sienne, avait ses limites. Il lui faudrait du renfort, un allié, une stratégie nouvelle. Tandis qu'il esquivait péniblement les attaques de Carcinos et les morsures venimeuses de l'hydre, Hercule lança vers les cieux sombres un appel silencieux à son père, Zeus, espérant qu'une aide providentielle arriverait avant qu'il ne soit trop tard. Mais dans les marais corrompus de Lerne, sous le regard furieux d'Héra, rien n'était jamais certain, et le héros comprit alors que sa véritable épreuve ne faisait que commencer. Alors que tout semblait perdu, qu'Hercule sentait ses forces faiblir sous les assauts conjugués de l'hydre et du monstrueux Carcinos, une voix familière résonna soudain dans l'obscurité des marais. « Hercule, tiens bon !» Tournant la tête, le héros aperçut, émergeant de la brume, la silhouette déterminée d'Iolaos, son fidèle neveu. Le jeune guerrier arrivait à toute allure, portant avec lui un feu ardent qui illuminait son visage résolu. « Tu n'es pas seul, oncle !» cria Iolaos, brandissant des torchers enflammés. « J'ai entendu les légendes, le feu peut empêcher l'hydre de se régénérer. » En un éclair, Hercule comprit la stratégie audacieuse proposée par son neveu. Sans perdre un instant, il chargea à nouveau l'hydre avec une énergie renouvelée. Tandis que ses armes tranchaient méthodiquement les têtes hurlantes du monstre, Iolaos, rapide et habile, pressait immédiatement une torche brûlante contre chaque plaie ouverte. Dans un grésillement furieux, les flammes cautérisaient instantanément les blessures, empêchant les terribles têtes de repousser. L'hydre, sentant pour la première fois sa vulnérabilité, poussa des cris de rage et de douleur qui firent trembler les marais jusque dans leur profondeur. Même le gigantesque crabe Carcinos sembla perturbé par ce retournement inattendu. Hercule saisit alors l'occasion pour lui porter un coup dévastateur de sa massue, fracassant sa carapace impénétrable et l'envoyant disparaître sous les eaux troubles. La bataille venait de changer de visage. L'alliance imprévue entre Hercule et Iolao inversait le destin que leur réservait Héra. Désormais, portés par leur confiance mutuelle, l'oncle et son neveu se préparaient à porter le coup final à la créature maudite, déterminée à rétablir l'ordre dans ces terres corrompues par le chaos. Les flammes s'élevaient dans la nuit noire, dessinant des ombres gigantesques et menaçantes à travers les marais. Armé de sa massue, Hercule luttait avec la détermination farouche d'un homme dont la légende dépendait de chaque coup porté. À ses côtés, agile et courageux, Iolaos tenait fermement une torche brûlante, attendant patiemment que son oncle frappe. « Maintenant !» cria Hercule, tranchant d'un geste puissant une des têtes rugissantes de l'hydre. Sans hésitation, Iolaos bondit en avant, pressant aussitôt la torche incandescente contre la plaie béante. Un grésillement aigu s'éleva alors, suivi d'un hurlement sauvage de la bête, impuissante à régénérer la tête ainsi perdue. Encouragés par ce succès, ils redoublèrent d'efforts. Tandis qu'Hercule se frayait un chemin à travers les têtes sifflantes, son épée ruisselante du sang toxique du monstre, Iolaos se déplaçait avec rapidité et précision, brûlant chaque blessure ouverte avant que le chaos ne puisse à nouveau en émerger. Peu à peu, le tumulte du combat commença à s'affaiblir. Les têtes de l'hydre, autrefois innombrables et terrifiantes, diminuaient lentement en nombre, remplacées par des moineaux noircis par le feu. La créature, affaiblie et confuse, reculait pour la première fois devant le héros et son neveu. Hercule, respirant lourdement, savait que la victoire approchait enfin. Mais il resta prudent, la haine divine d'Héra pouvait encore réserver des surprises. Pourtant,
À mesure qu'il avançait dans la bataille, il sentait en lui une confiance nouvelle, nourrie par la présence fidèle d'Iolaos et la chaleur rassurante du feu. Cette nuit-là, dans le marécage obscur de Lerne, c'était le courage, l'intelligence et l'unité qui triomphaient peu à peu du chaos. Et tandis que les dernières têtes de l'hydre s'élevaient dans un ultime défi désespéré, Hercule et Iolaos savaient déjà que leur victoire résonnerait longtemps dans les mémoires des hommes. La brume des marais de Lerne s'épaississait autour d'Hercule et d'Iolaos, noyant la scène dans une atmosphère irréelle. Les têtes tranchées et cautérisées ne repoussaient plus. Le corps gigantesque de l'hydre tremblait, ses mouvements devenant plus erratiques, ses cris plus aigus, plus désespérés. Pourtant, au centre du chaos, une seule tête demeurait, dressée vers les cieux comme un défi aux dieux eux-mêmes. Hercule plissa les yeux, observant cette dernière tête avec attention. Contrairement aux autres, elle ne semblait pas affectée par la bataille. Aucun coup ne l'avait affaibli, aucun feu ne l'avait brûlé. Son regard brillait d'une lueur étrange, presque divine. Un frisson parcourut l'échine du héros. Il comprenait enfin, cette tête était immortelle. Iolaos, attends, lança-t-il en arrêtant son neveu qui s'apprêtait à lever une nouvelle torche. Le jeune homme s'arrêta net, essoufflé, observant son oncle avec perplexité. Nous avons tranché et brûlé toutes ces autres têtes, mais celle-ci ne mourra jamais, expliqua Hercule. Elle est le cœur de l'hydre, l'essence même du chaos que les dieux ont voulu imposer à ce monde. Si nous tentons de la détruire comme les autres, elle reviendra toujours. Iolaos comprit immédiatement l'implication de ces paroles. Alors, que devons-nous faire? Hercule réfléchit un instant, son regard parcourant les marécages empoisonnés qui les entouraient. L'hydre n'était pas simplement une créature maudite, elle était une manifestation vivante du pouvoir des rats, et seule une action définitive pouvait l'arrêter. Nous devons la neutraliser. D'un bond, Hercule s'élança sur la bête, évitant de justesse une attaque fulgurante de la tête immortelle. Avec une force inégalée, il saisit la gorge écailleuse du monstre et l'arracha de son corps mutilé. La tête se débattait toujours, sifflement empli de rage, mais privée de son corps, elle ne pouvait plus attaquer. Creusons un trou profond, ordonna Hercule à son neveu. Nous allons l'enfermer pour l'éternité. Iolaos acquiesça, et avec la même détermination qui les avait menés à la victoire, les deux guerriers préparèrent un tombeau pour ce dernier vestige du chaos. Car si l'hydre ne pouvait être tuée, elle pouvait être emprisonnée, loin du monde des hommes, là où plus jamais elle ne sèmerait la destruction. Les dieux eux-mêmes observeraient cet acte avec gravité, car ce soir-là, plus qu'une bête, c'était une malédiction ancienne que venait de sceller Hercule. Mais il savait que son combat ne faisait que commencer. D'autres épreuves l'attendaient encore, et le regard des rats, toujours aussi plein de haine, pesait déjà sur son avenir. Hercule serra de toutes ses forces la tête sifflante de l'hydre, sentant les écailles froides et humides frémir sous ses mains puissantes. La bête se débattait encore, animée par une rage ancestrale, mais son corps mutilé gisait inerte dans la boue empoisonnée du marais. Seule cette tête immortelle, ce vestige du chaos, continuait à lutter, hurlant son défi aux cieux. Iolaos, trempé de sueur et de boue, leva les yeux vers son oncle. Que faisons-nous maintenant? Hercule tourna la tête, scrutant les environs. Il aperçut alors, à quelques pas, un rocher colossal, une pierre massive arrachée aux entrailles de la terre par d'anciennes forces titanesques. Il comprit aussitôt ce qu'il devait faire. Nous allons l'enterrer, déclara-t-il d'une voix ferme. Sans perdre un instant, il bondit hors des eaux stagnantes, tenant fermement la tête hurlante dans ses bras. D'un geste sec, il creusa à main nue un profond trou dans la terre marécageuse. La vase et la boue s'accrochaient à sa peau, mais il continuait, déterminé, jusqu'à ce que le sol cède sous ses doigts, formant une fosse digne d'un tombeau. Avec un dernier regard vers cette monstruosité née de la haine des rats, Hercule jeta la tête immortelle dans la fosse. Iolaos, sans attendre, l'aida à pousser le gigantesque rocher par-dessus, scellant à jamais ce qui restait de l'hydre sous le poids du monde. Le silence retomba sur le marais. Plus de rugissements, plus de chaos. Seul un vent glacial balayait lentement la brume, comme si la nature elle-même retenait son souffle après cette bataille titanesque.
Mais Hercule savait que le combat n'était pas sans conséquences. Son regard se posa sur la terre souillée par le sang noir de l'hydre. Là où il avait coulé, les plantes se fanaient, l'eau devenait acide, et l'air portait encore la lourdeur du poison. Même vaincue, elle continue de nuire, murmura Iolaos, observant avec inquiétude la corruption qui s'étendait lentement. Hercule hocha la tête, conscient que cette victoire portait une cicatrice indélébile. L'hydre de Lerne était tombé, mais son venin survivrait à travers les âges. Peut-être, pensa-t-il, que certaines forces du chaos ne disparaissent jamais totalement. Il posa une main ferme sur l'épaule d'Iolaos. Nous avons accompli notre tâche. Nous avons empêché ce monstre de ravager le monde. Le reste n'appartient plus aux hommes. Alors, sans un regard en arrière, Hercule et son neveu quittèrent le marécage maudit, laissant derrière eux la preuve éternelle que même face au dessein des dieux, la force et l'intelligence pouvaient triompher. Mais il savait qu'Héra n'en resterait pas là. Son regard pesait toujours sur lui, et déjà, d'autres épreuves se dessinaient à l'horizon. Le silence des marais de Lerne était pesant, presque irréel après la bataille qui venait de s'achever. L'hydre était vaincu, sa dernière tête ensevelie sous un rocher colossal, et son corps mutilé gisant dans les eaux croupies. Mais malgré cette victoire, Hercule savait que quelque chose d'insidieux persistait. Le venin. Là où le sang noir de l'hydre s'était répandu, la terre elle-même semblait maudite. Les plantes se tordaient et mouraient, l'eau se teintait d'un vert maladif, et l'air était chargé d'une âcre odeur de mort. Hercule, observant cette corruption rampante, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Puis, une idée germa dans son esprit. Si le venin était si destructeur, s'il pouvait tuer la terre elle-même, alors peut-être pourrait-il devenir une arme. Sans hésitation, il dégaina son carquois et sortit plusieurs de ses flèches. Avec précaution, il s'agenouilla près du corps de la créature et plongea lentement les pointes acérées dans le sang encore tiède du monstre. Le liquide sombre s'accrocha au fer, imbibant chaque flèche d'une essence mortelle. Iolaos, le regard inquiet, observa son oncle. Est-ce bien sage? Ce poison est l'œuvre d'Héra elle-même. Il pourrait être maudit. Hercule, toujours absorbé par son travail, ne leva pas les yeux. Ce poison est une force. Si Héra l'a envoyé contre moi, alors je l'utiliserai contre ceux qui voudront se dresser sur mon chemin. Iolaos ne répondit pas. Il savait que son oncle ne renonçait jamais, que chaque épreuve qu'on lui imposait devenait une arme forgée dans le feu de sa volonté. Lorsqu'Hercule se releva, le carquois plein de flèches désormais imprégné de la puissance mortelle de l'hydre, il ressentit une étrange satisfaction. Il ne se doutait pas encore que ces flèches empoisonnées scelleraient un jour son propre destin. Car le poison du chaos ne disparaît jamais totalement. Il attend, il patiente, et un jour, il réclame son dû. Depuis les hauteurs du mont Olympe, Héra observait la scène avec une rage froide et implacable. Elle avait espéré que l'hydre, son engeance maudite, mettrait fin à Hercule, ce fils indésirable né de la trahison de Zeus. Mais une fois de plus, il avait triomphé. Pire encore, il avait retourné son propre poison contre elle. D'un geste furieux, la déesse balaya d'une main la surface de son bassin sacré, brisant l'image du héros s'éloignant des marais. Autour d'elle, les vents grondèrent, et un frisson de colère parcourut l'Olympe. « Tu ne seras jamais libre, Hercule », murmura-t-elle avec un venin plus puissant encore que celui de l'hydre. Chaque victoire que tu remportes ne sera qu'une illusion, chaque triomphe portera en lui la graine de ta future chute. Un sourire glacé se dessina sur ses lèvres. Elle connaissait un moyen de frapper Hercule là où il ne s'y attendait pas. Il croyait avoir accompli son second travail, mais il n'avait pas compris que les dieux eux-mêmes dictaient les règles de son supplice. D'un geste, elle convoqua le roi Eurysthée. Dans son palais de Mycène, ce dernier se réveilla en sursaut, la sueur perlant sur son front. Une voix impérieuse résonnait dans son esprit, comme un serpent s'enroulant autour de son âme. Refuse-lui sa victoire. Il n'a pas accompli son travail seul. Terrifié mais incapable de résister à l'injonction divine, Eurysthée convoqua ses messagers et déclara d'une voix tremblante.
Hercule n'a pas respecté les conditions du défi. Il a été aidé par Iolaos. Par conséquent, cette tâche ne peut être comptée parmi ses exploits. Il devra accomplir un autre travail en compensation. Les courtisans murmurèrent entre eux, hésitants. Refuser la victoire à un homme qui venait de terrasser un monstre immortel? Mais personne n'osa défier le roi, car son regard trahissait la peur d'une puissance bien plus grande que celle d'Hercule. Lorsque la nouvelle parvint au héros, son sang ne fit qu'un tour. Une injustice de plus, grogna-t-il en serrant les poings. Il savait qui était derrière cette manœuvre. Il pouvait presque sentir le rire d'Héra résonner dans l'air. Elle n'avait pas besoin de l'affronter directement, elle manipulait ceux qui l'entouraient, tissant un piège invisible mais implacable. Mais Hercule n'était pas homme à plier devant l'injustice. Il releva la tête, le regard brûlant de détermination. Si Eurysthée et Héra voulaient le voir échouer, alors il leur prouverait qu'aucun obstacle ne pouvait l'arrêter. D'autres travaux l'attendaient. Et il les accomplirait tous. Le vent soufflait doucement sur les marais de Lerne, chassant les dernières volutes de brume qui s'accrochaient encore aux eaux stagnantes. Là où régnait autrefois la terreur de l'hydre, un silence pesant s'était installé, comme si la nature elle-même retenait son souffle après l'affrontement titanesque qui venait de s'y dérouler. Hercule, debout sur une colline surplombant le marécage, jeta un dernier regard en arrière. Son corps portait les marques du combat, des éraflures, des bleus, et le poids invisible de la fatigue. Pourtant, ce n'était pas la douleur physique qui l'accablait le plus. Ce qui pesait sur lui, plus encore que la peau du lion de Némée qu'il portait sur ses épaules, c'était la certitude que ce combat n'était qu'un avant-goût des épreuves à venir. Il avait vaincu une créature que l'on disait invincible. Il avait bravé le chaos lui-même et survécu au piège d'Héra. Il avait trouvé une astuce face à une force brute incontrôlable. Mais tout cela n'avait pas suffi. Eurysthée, manipulé par la cruelle déesse, lui refusait cette victoire. Cette tâche, accomplie au prix de tant d'efforts, ne serait pas comptée parmi ses exploits. Mais au fond de lui, Hercule savait la vérité, il avait triomphé d'un mal ancien et ramené la paix à ses terres. Pourtant, il ne quittait pas Lerne les mains vides. Dans son carquois, parmi ses flèches de bronze, reposait désormais une arme redoutable, les poings trempés dans le sang de l'hydre. Un poison si puissant que nul ne pourrait y survivre. Une bénédiction pour un guerrier, une malédiction pour un homme. Iolaos s'approcha de lui, le regard inquiet. « Nous rentrons à Mycène ?» Hercule hocha lentement la tête. « Oui. Mais ce n'est que le début. » Il se remit en marche, suivi de son fidèle neveu. Chaque pas le rapprochait d'un nouveau défi, d'une autre épreuve que les dieux, et surtout Héra, placerait sur son chemin. Mais à présent, Hercule comprenait une chose essentielle. Ce n'était pas seulement sa force qui le mènerait à la victoire, mais aussi sa ruse, son endurance et la capacité à apprendre de chaque combat. Ainsi s'éloignait le héros, portant en lui les cicatrices de cette aventure, marqué à jamais par le poison du chaos, et par le poids d'un destin qu'il ne pouvait fuir. Ainsi s'achève l'un des plus grands exploits d'Hercule. Il a vaincu l'hydre, mais son combat ne fait que commencer. Chaque victoire porte en elle les marques des épreuves à venir, et son destin est encore semé d'embûches. Mais pour l'instant, laissez le calme vous envelopper, comme une douce brise après la tempête. Respirez profondément, relâchez vos tensions, et laissez cette histoire vous guider vers un sommeil paisible, bercé par les échos des légendes anciennes. Bonne nuit, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.